Saviez-vous que Bette Davis et Marlon Brando étaient considérés comme des vrais tyrans dans la vie réelle? Leur comportement difficile sur le plateau a frustré les réalisateurs et leurs costards, certains souhaitant qu'ils puissent être remplacés. Mais ils n'étaient pas seuls. Voici 15 acteurs de l'âge d'or connus pour être notoirement difficiles dans la vie réelle. Joan Crawford. Elle n'était pas vraiment une peste, mais son perfectionnisme implacable la rendait souvent insupportable pour les réalisateurs et ses collègues. Crawford était si exigeante qu'elle refusait de jouer une scène à moins qu'elle ne corresponde à ses normes rigoureuses, ce qui faisait d'elle à la fois une star admirée et une source de frustration sur le plateau. Cette attitude intransigeante, bien qu'un témoignage de son dévouement, l'isolait souvent des autres. L'obsession de Crawford pour le détail s'étendait à chaque aspect de ses performances. Les réalisateurs se retrouvaient souvent confrontés à ses exigences perfectionnistes, car elle insistait sur d'innombrables reprises pour s'assurer que son éclairage, ses angles et son interprétation étaient parfaits. Par exemple, sur le plateau de Mildred Pierce, Crawford se serait heurtée au directeur de la photographie au sujet des configurations d'éclairage qu'elle estimait ne pas mettre suffisamment en valeur sa beauté. Cela a entraîné des retards et des tensions qui ont exaspéré l'équipe, même si elle a livré une performance qui a remporté un Oscar. Sa querelle avec Bette Davis pendant le tournage de Whatever Happened to Baby Jane demeure l'une des rivalités les plus célèbres d'Hollywood. Crawford aurait saboté Davis en répandant des rumeurs et même en recourant à des astuces physiques, comme ajouter des poids à son costume lors des scènes où Davis devait la traîner. Ces actions ont perturbé la production et ont souligné la volonté de Crawford de manipuler les situations à son avantage. Les interactions de Crawford avec ses costards et figurants étaient également tendues. Elle maintenait une stricte hiérarchie sur le plateau, parlant souvent de manière condescendante à ceux qu'elle jugeait inférieurs. Alors que beaucoup admiraient sa détermination et son professionnalisme, d'autres la méprisaient pour son comportement condescendant et son insistance à être le centre de l'attention. Malgré sa réputation difficile, le talent immense et la détermination de Joan Crawford l'ont solidifiée comme l'une des actrices les plus emblématiques d'Hollywood. Cependant, sa quête incessante de la perfection éclipsait souvent sa gentillesse, laissant derrière elle un héritage en tant que légende et figure clivante dans l'industrie. Son histoire est un rappel complexe de la façon dont la grandeur peut parfois se faire au détriment des relations et de la bienveillance. Bette Davis. L'actrice ayant remporté 2 Oscars était connue pour ses conflits sur le plateau, résultant de ses hautes attentes envers elle-même et tous ceux qui l'entouraient. Sur le plateau de Jezebel, le film qui lui a valu son 2e Oscar, l'obsession de Davis pour la perfection la rendait à la fois admirée et redoutée. Elle exigeait que l'équipe de costumes s'assure que chaque bouton, fil et accessoire correspondent à sa vision. Et si ce n'était pas le cas, sa colère était palpable. Elle était implacable, allant jusqu'à faire pleurer une assistante de costume pour un ruban mal placé. Pour elle, chaque détail comptait car il contribuait à l'authenticité de sa performance. Mais cette intensité rendait souvent la collaboration avec elle infernale pour les autres. Ces conflits ne se limitaient pas à l'équipe. Les co-stars de Davis subissaient fréquemment les répercussions de sa colère. Elle a notoirement qualifié Miriam Hopkins de difficile lors de leur collaboration sur Old Acquaintance. Pourtant, les critiques et initiés ont souvent souligné que Davis elle-même avait déclenché leur célèbre querelle en se moquant des talents d'actrice de Hopkins. Même les acteurs principaux masculins n'étaient pas épargnés. Sur le tournage d'All About Eve, sa performance légendaire en tant que Margot Channing s'accompagnait de critiques constantes à l'égard de Gary Merrill, qu'elle a ensuite épousé, le qualifiant de paresseux pendant le tournage. Son mépris s'étendait également au réalisateur, qu'elle accusait d'incompétence s'il n'était pas d'accord avec son interprétation d'une scène. Elle a une fois quitté le plateau de Dark Victory parce qu'elle estimait que le réalisateur Edmund Goulding ne captait pas ses meilleurs angles. Malgré l'éclat qu'elle apportait à l'écran, ces moments d'arrogance incontrôlée rendaient difficile pour ses collègues de pleinement apprécier son génie. L'immense popularité et le succès de Bette Davis amplifiaient le poids de son comportement. Elle a tourné plus de 100 films. Elle a remporté 2 Oscars de la meilleure actrice pour Dangerous en 1935 et Jezebel en 1938 et a reçu un nombre record de 10 nominations aux Oscars pour des rôles principaux. En 1999, l'American Film Institute l'a classée comme la 2e plus grande star féminine du cinéma classique hollywoodien. Sa popularité a perduré à travers les décennies, faisant d'elle l'une des actrices les plus célébrées de tous les temps. Errol Flynn. Errol Flynn, le séduisant bretteur devenu synonyme de films d'aventure comme Capitaine Blood et les aventures de Robin des Bois, était aussi infâme hors écran qu'il était célébré.
sur lui. Bien que son charme et son allure aient fait de lui une sensation au box-office, son comportement envers ses collègues, figurants et même ses fans dépeignaient un tableau bien plus sombre. Le style de vie égoïste de Flynn et son mépris pour les autres faisaient souvent de lui un cauchemar pour travailler avec. Une des principales raisons pour lesquelles Flynn était considéré comme un imbécile était son habitude de se moquer de ses costards, en particulier ceux qu'il jugeait moins talentueux ou expérimentés. Sur le plateau de Captain Blood, Flynn aurait rabaissé les membres du casting pour avoir bafouillé leurs répliques ou ne pas avoir suivi son énergie. Au lieu d'offrir des encouragements, il utilisait leurs erreurs comme matière pour des blagues publiques, ce qui les embarrassait et créait un environnement de travail toxique. Son sentiment de supériorité s'étendait également aux figurants et aux membres de l'équipe, qui le décrivaient souvent comme condescendants et méprisants, les traitant comme s'ils étaient inférieurs à lui. La propension de Flynn pour les blagues pratiques franchissait souvent la limite de la cruauté. Par exemple, on savait qu'il modifiait les accessoires, provoquant des accidents qu'il trouvait amusants mais qui laissaient les autres humiliés ou blessés. Ce comportement a aliéné de nombreuses personnes qui travaillaient avec lui, car elles ne savaient jamais quand elles pourraient devenir la cible de l'une de ses farces. Sa chronicité à être en retard et son manque de professionnalisme le rendaient également difficile à gérer. Flynn était notoire pour arriver sur le plateau avec des heures de retard, souvent en gueule de bois après les fêtes de la nuit précédente. Son attitude désinvolte retardait les productions et agaçait les réalisateurs et les membres de la distribution. Au lieu de s'excuser, Flynn se tirait souvent d'affaire grâce à son charme, laissant aux autres le soin de compenser son irresponsabilité. Peut-être que les plus dommageables pour la réputation de Flynn étaient ses ennuis judiciaires et ses scandales en dehors de l'écran. Les accusations de viol sur mineurs dans les années 1940 ont terni son image et alimenté les tabloïds, projetant une longue ombre sur sa carrière. Bien que Flynn ait été acquitté, le scandale renforça sa réputation d'homme qui exploitait son charme et son pouvoir à des fins égoïstes et souvent nuisibles. En bref, le talent indéniable et la présence à l'écran d'Errol Flynn étaient éclipsés par son arrogance, son mépris pour les autres, et sa tendance à un comportement imprudent. Ces frasques ont peut-être ajouté à son aura rebelle, mais pour ceux qui ont travaillé avec lui, le charme de Flynn masquait une personnalité profondément égoïste et souvent cruelle, ce qui lui a valu la réputation d'un vrai connard. Clark Gable. Clark Gable, le roi d'Hollywood, était renommé pour son charme, son charisme et ses performances légendaires dans des films comme Autant en emporte le vent et New York-Miami. Cependant, derrière son allure irrésistible, Gable était souvent critiqué pour son comportement méprisant et prétentieux, surtout envers ceux qu'il considérait inférieurs à son rang. Bien que son charisme à l'écran séduisit le public, ses actions hors écran révélaient un côté beaucoup moins attrayant. Une raison pour laquelle Gable s'est fait d'une réputation de mufle était son traitement des costards et collègues. Pendant le tournage de Gone with the Wind, Gable se moquait ouvertement de Vivien Leigh, l'actrice jouant Scarlett O'Hara. Leigh était connue pour son dévouement à son art, se préparant méticuleusement pour chaque scène. Mais Gable méprisait ses efforts, les qualifiant d'excessivement dramatiques et la désignait comme une prima donna dans son dos. Cela a créé une dynamique tendue sur le plateau, car Leigh a eu du mal à gérer les pressions de son rôle, tout en supportant la condescendance de Gable. La distance de Gable s'étendait aux figurants et aux membres de l'équipe. Ceux qui travaillaient sur ses films le décrivaient souvent comme inaccessible, remarquant qu'il interagissait rarement avec quiconque en dehors du casting principal ou de l'équipe créative. Les figurants se rappelaient avoir été ignorés ou traités comme invisibles, Gable refusant de reconnaître leur présence. Ce comportement était particulièrement exaspérant compte tenu de la nature collaborative de la réalisation de films, où chaque participant joue un rôle dans le succès de la production. Il utilisait également son statut de star pour manipuler les situations à son avantage, ne tenant pas compte des règles que les autres devaient respecter. Sur le plateau de Mutiny on the Bounty, Gable insistait sur de nombreuses reprises de scènes, non pas parce qu'elles étaient ratées, mais parce qu'il était insatisfait de la manière dont sa performance apparaissait par rapport à ses costards. Cette habitude de privilégier son image au détriment des efforts collectifs de l'équipe frustrant les réalisateurs et les membres de l'équipe, qui étaient contraints de s'adapter à ses caprices. L'attitude désinvolte de Gable s'étendait au-delà du lieu de travail. Les rapports des fans qui l'ont rencontré le décrivaient souvent comme brusque ou indifférent, un contraste frappant avec son personnage avenant à l'écran. Bien que sa célébrité ait fait de lui l'un des acteurs les plus aimés de son époque, ceux qui ont travaillé avec lui voyaient souvent un homme dont l'ego et le sentiment de privilège éclipsaient son talent légendaire. Pour toutes ses réalisations cinématographiques, le comportement de Gable lui a valu la réputation d'être parfois un vrai abruti. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart.
Le dur à cuire par excellence de l'âge d'or d'Hollywood est devenu une icône culturelle grâce à ses rôles dans des classiques comme Casablanca et Le Faucon Maltais. Cependant, son comportement hors écran contrastait souvent fortement avec son personnage cool et posé à l'écran. Bien que son talent et son charme soient indéniables, Bogart était également connu pour être abrasif, difficile et parfois franchement désagréable. L'un des exemples les plus clairs de la personnalité difficile de Bogart est apparu pendant le tournage de The African Queen. Sa co-star, Katharine Hepburn, une professionnelle accomplie avec une éthique de travail rigoureuse, est rapidement devenue la cible des moqueries de Bogart. Le mode de vie sobre et soucieux de la santé de Hepburn contrastait avec l'amour de Bogart pour l'alcool et le tabac, ce qui l'a amené à la surnommer Mademoiselle Je sais tout. Il la taquinait fréquemment sur son comportement prude et rejetait même ses efforts pour maintenir la production en bon ordre dans l'environnement difficile de la jungle. Hepburn a plus tard raconté dans ses mémoires que la consommation d'alcool de Bogart et son attitude désinvolte la frustraient souvent, créant une tension continue entre eux. La tendance de Bogart à boire excessivement n'était pas seulement un vice personnel. Cela perturbait souvent les horaires de tournage. À plusieurs reprises, il arrivait en retard ou non préparé, obligeant les réalisateurs et ses partenaires à contourner ses gueules de bois. Pendant le tournage de To Have and Have Not, Lauren Bacall, sa future épouse, aurait dû le couvrir durant les scènes lorsque son alcoolisme nuisait à sa performance. Sa nature combative s'étendait également aux réalisateurs. Bogart se disputait souvent avec eux sur des décisions créatives, insistant sur le fait que son interprétation d'une scène était correcte et rejetant les suggestions alternatives. Sur le plateau de In a Lonely Place, ses affrontements avec le réalisateur Nicholas Ray furent si intenses qu'ils faillirent faire dérailler le film. Le refus de Bogart de faire des compromis créait souvent une atmosphère tendue, car ses collègues se sentaient obligés de composer avec son caractère volontaire. L'attitude abrasive de Bogart ne se limitait pas au travail. Socialement, il était connu pour sa langue acérée et son esprit sarcastique, ce qui l'aliénait souvent des personnes autour de lui. Alors que son charme en a séduit certains, d'autres trouvaient son humour mordant et méchant. Son talent légendaire en tant qu'acteur a fait de lui l'une des stars les plus vénérées de son temps, mais son comportement sur le plateau et en dehors a solidifié sa réputation de quelqu'un qui pouvait être un véritable imbécile. Marlon Brando. Marlon Brando était considéré comme imprévisible, égoïste et ayant un comportement inconsidéré sur le plateau, ce qui faisait de lui l'un des acteurs les plus difficiles avec qui travailler. L'un des exemples les plus célèbres de la nature difficile de Brando a eu lieu pendant le tournage de Les Révoltés du Bounty. Le refus de Brando de suivre le scénario ou les instructions du réalisateur a frustré non seulement le réalisateur du film, Lewis Milestone, mais aussi ses co-stars. Brando était connu pour improviser des répliques et modifier des scènes selon sa vision, perturbant souvent les calendriers de production. Son partenaire Trevor Howard aurait été tellement exaspéré par les caprices de Brando que leur relation sur le plateau s'est refroidie, Howard qualifiant Brando d'enfant gâté et égocentrique. Le retard de Brando est devenu un problème récurrent pendant la production. Il arrivait souvent avec des heures de retard, obligeant le casting et l'équipe à l'attendre pendant qu'il prenait des petits déjeuners tranquilles ou se livrait à des passe-temps personnels. Lorsqu'il arrivait sur le plateau, ses exigences de traitement spécial perturbèrent le déroulement du travail. Par exemple, Brando insistait sur des modifications du scénario pour donner plus de profondeur à son personnage, même si cela signifiait réécrire des scènes à la dernière minute. Ces retards ont fait exploser le budget du film, les coûts de production devenant incontrôlables. Un facteur important de l'échec commercial final du film. Son mépris pour les figurants et les membres de l'équipe a encore renforcé sa réputation de type désagréable. Sur Les Révoltés du Bounty, lorsque les figurants se sont plaints des conditions de travail éprouvantes, Brando les a qualifiés d'ingrats, minimisant leurs difficultés. Cette condescendance a suscité du ressentiment au sein de l'équipe, qui le voyait déjà comme égocentrique et déconnecté de la réalité des défis de production. Le comportement erratique de Brando s'est étendu à d'autres films également. Sur le tournage d'Apocalypse Now, son refus de se préparer pour son rôle a conduit au chaos. Il est arrivé en surpoids et a admis qu'il n'avait pas lu le script, obligeant le réalisateur Francis Ford Coppola à réécrire une grande partie du film à la dernière minute pour s'adapter à lui. Les exigences de contrôle de Brando, ajoutées à son manque de professionnalisme, ont plongé la production dans le désordre. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, une légende pionnière d'Hollywood, était célébrée pour son esprit farouchement indépendant et son talent d'actrice extraordinaire. Avec 4 Oscars et une carrière s'étendant sur 6 décennies, elle est devenue l'une des figures les plus vénérées de l'histoire du cinéma.
Cependant, le caractère volontaire d'Hepburn et sa poursuite incessante de la perfection ont souvent éloigné ceux qui travaillaient avec elle, lui valant la réputation d'être difficile à gérer. Un des exemples les plus célèbres de la domination de Hepburn s'est produit sur le plateau de The Philadelphia Story, un film qui a consolidé sa place en tant qu'actrice principale. Bien que sa performance ait été universellement saluée, son comportement en coulisses laissait beaucoup à désirer. Hepburn, qui avait un contrôle créatif significatif sur le projet, imposait fréquemment ses idées aux réalisateurs et aux costars. Elle interrompait les conversations, insistait sur le fait que sa vision était supérieure et rejetait les suggestions alternatives avec peu de considération pour la collaboration. Cette assertivité, bien qu'une preuve de sa confiance en elle, frustrait ses collègues qui se sentaient mis de côté. Le manque de patience de Hepburn envers ceux qu'elle considérait comme moins intelligents ou moins engagés provoquait souvent des tensions sur le plateau. Elle avait un mépris particulier pour les acteurs qui ne correspondaient pas à son éthique de travail, et elle n'hésitait pas à le montrer. Pendant le tournage de La femme de l'année, son partenaire Spencer Tracy aurait subi le poids de ses critiques autoritaires. Bien que les deux aient plus tard développé un lien personnel et professionnel étroit, le traitement initial de Tracy par Hepburn reflétait sa tendance à écraser quiconque ne répondait pas à ses normes exigeantes. Ses affrontements avec les réalisateurs étaient tout aussi légendaires. Hepburn avait peu de tolérance pour ce qu'elle percevait comme de l'incompétence ou de l'inefficacité. Sur le plateau de The African Queen, elle se disputait fréquemment avec le réalisateur John Huston, remettant en question ses méthodes et essayant même de passer outre ses décisions. Les membres de l'équipe la trouvaient souvent condescendante et ayant des opinions arrêtées, ce qui créait une atmosphère difficile sur le plateau. Malgré son génie, le perfectionnisme et la forte personnalité de Hepburn pouvaient la rendre intimidante et difficile à approcher. Alors que sa présence imposante l'aidait à dominer l'écran, elle rendait également le travail à ses côtés une tâche redoutable. Son comportement, dicté par ses normes inflexibles, a laissé une impression durable à la fois comme un signe de sa grandeur et une source de frustration pour ceux qui devaient le supporter. John Wayne. John Wayne, l'une des figures les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood, a construit son héritage sur des interprétations plus grandes que nature de héros robustes dans des films comme Stagecoach et The Searchers. Avec plus de 170 films à son actif et un Oscar pour True Grit, Wayne était l'une des plus grandes attractions du box-office de son époque. Cependant, sa personnalité dominatrice et son caractère intransigeant faisaient souvent de lui une figure polarisante et difficile sur le plateau, lui valant la réputation d'être un véritable tyran. Sur le plateau de l'Alamo, un projet passionnel qu'il a réalisé et dans lequel il a joué, le comportement autoritaire de Wayne a atteint de nouveaux sommets. Déterminé à faire du film un succès, il était implacable dans ses efforts pour pousser le casting et l'équipe à suivre sa vision, recourant souvent à des tactiques d'intimidation. Les acteurs se souviennent de Wayne criant sur les membres de l'équipe pour des erreurs mineures et réprimandant les figurants pour ne pas avoir suivi ses instructions avec une précision militaire. Son perfectionnisme se manifestait souvent comme autoritaire, certains membres de l'équipe décrivant la production comme davantage une dictature qu'un effort collaboratif. Le refus de Wayne d'accepter les contributions des autres a créé un environnement de travail tendu, avec beaucoup qui marchaient sur des œufs autour de lui. Les fortes convictions politiques de Wayne ont également causé des frictions sur le plateau. Connu pour son conservatisme intransigeant, Wayne avait peu de tolérance pour ceux qui ne partageaient pas ses opinions. À plus d'une occasion, il a réprimandé des costards pour avoir exprimé des opinions libérales, ce qui a conduit à des discussions animées. Pendant le tournage de The Green Berets, Wayne s'est heurté à l'acteur David Johnson, qui a critiqué la position ouvertement pro-guerre du Vietnam du film. Wayne a rejeté les préoccupations de Johnson et lui a apparemment dit de laisser la politique en dehors de cela, même si les propres opinions de Wayne étaient centrales au projet. L'intolérance de Wayne pour les erreurs faisait de lui une personnalité particulièrement difficile avec qui travailler. Les costards et les réalisateurs le trouvaient souvent peu disposé à faire des compromis, et sa présence imposante sur le plateau pouvait être intimidante. Bien que certains admiraient son dévouement à son métier, d'autres trouvaient son attitude inflexible épuisante. L'actrice Maureen O'Hara, qui a travaillé avec Wayne sur plusieurs films, l'a décrit comme résolument têtu, mais a admis que son entêtement tournait souvent à l'impolitesse pure et simple. Gloria Swanson. Swanson était considérée comme l'une des figures les plus difficiles avec qui travailler. Certains la considéraient comme la pire personne à Hollywood. Le comportement de Swanson à l'apogée de sa carrière de film muet symbolisait les excès de la célébrité. Elle était connue pour exiger que des décors entiers soient reconstruits s'ils ne correspondaient pas à ses normes exigeantes, peu importe le coût ou l'inconvénient pour l'équipe. À une occasion, elle a exigé
Elle exigea qu'une scène de bal somptueuse soit reconstruite parce que l'éclairage ne mettait pas sa robe en valeur. Les réalisateurs et décorateurs se trouvaient souvent à sa merci, contraints de satisfaire ses caprices pour maintenir le bon déroulement des productions. Ces exigences sur le plateau atteignirent de nouveaux sommets lors du tournage de Sunset Boulevard, le film qui allait définir sa carrière. En travaillant avec le réalisateur Billy Wilder, le perfectionnisme de Swanson se heurtait à l'approche pragmatique de Wilder pour la réalisation de films. Elle aurait exigé de nombreuses prises pour les scènes qu'elle estimait ne pas capturer l'essence de son personnage, contrecarrant souvent les directives de Wilder. Leurs différences créatives ont mené à des querelles acharnées. Swanson refusant de céder même lorsque Wilder menaçait de couper des scènes sur lesquelles elle avait travaillé dur. Son insistance à avoir le contrôle sur son interprétation de Norma Desmond a créé des frictions tout au long de la production. Les figurants et les membres de l'équipe qui ont travaillé avec Swanson la décrivaient souvent comme méprisante et distante. Elle interagissait rarement avec quiconque en dehors de son cercle proche, traitant les acteurs de second plan et les membres de l'équipe de rang inférieur comme insignifiants. À une occasion, une figurante qui l'avait accidentellement bousculée sur le plateau aurait fondu en larmes après que Swanson l'ait réprimandée devant tout le casting. Malgré ces défis, le talent indéniable de Swanson et son dévouement à son art ont souvent éclipsé sa réputation difficile. Sunset Boulevard est devenu un chef-d'œuvre cinématographique, en grande partie grâce à sa performance inoubliable. Judy Garland. Judy Garland était notoirement difficile à côtoyer, certains allant jusqu'à la qualifier d'une des personnalités les plus insupportables d'Hollywood. Malgré son statut de star bien-aimée de classiques comme Le Magicien d'Oz et Meet Me in St. Louis, le comportement erratique de Garland, alimenté par une addiction et des luttes personnelles, faisait souvent d'elle une collègue difficile et imprévisible sur le plateau. Pendant le tournage de Le Magicien d'Oz, les retards fréquents et les sautes d'humeur de Garland ont causé des retards importants. Les membres de l'équipe et les co-stars, y compris Ray Bolger, qui jouait l'épouvantail, se souvenaient de son imprévisibilité comme d'une source constante de frustration. La dépendance de Garland aux amphétamines prescrites par le studio pour maintenir son emploi du temps épuisant a exacerbé son instabilité. Elle arrivait en retard, parfois incapable de jouer, et avait parfois besoin d'encouragement pour terminer les scènes. Ces perturbations ont forcé l'équipe à travailler de plus longues heures et à refaire des scènes à plusieurs reprises, mettant à rude épreuve les budgets et la patience. Les insécurités de Garland ont également créé des tensions parmi ses collègues. Elle accusait souvent les autres de tenter de la saper ou de lui voler la vedette. Par exemple, lors du tournage de Meet Me in St. Louis, elle se serait heurtée au réalisateur Vincent Minnelli à propos de l'attention qu'il portait à ses costars, craignant que son propre rôle ne soit diminué. Ses crises émotionnelles et sa jalousie rendaient difficile le maintien d'un environnement de travail harmonieux pour le casting et l'équipe. De plus, le traitement de Garland envers les figurants et les membres de l'équipe secondaire a contribué à sa réputation d'être difficile. À plusieurs reprises, elle s'en est prise des individus pour des incidents mineurs, comme des dysfonctionnements de garde-robe ou des accessoires mal placés. Alors que certains compatissaient avec elle en tant que victime de la machine hollywoodienne, d'autres trouvèrent son comportement égocentrique et épuisant. Malgré son immense talent et son héritage durable, les luttes et le comportement erratique de Judy Garland ont laissé un cortège de collègues exaspérés sur son passage. James Cagney. James Cagney était considéré comme l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Mais son dévouement intense à son art et son caractère intransigeant le rendaient souvent difficile à travailler avec lui. Alors que ses performances dans des films comme Les Anges aux figures sales et La Glorieuse Parade lui ont valu des éloges unanimes, son comportement en coulisses laissait souvent ses collègues frustrés et aliénés. Certains le voyaient comme trop concentré et méprisant, tandis que d'autres le considéraient carrément hostile. Sur le plateau de Angels with Dirty Faces, l'obsession de Cagney pour le réalisme a créé des tensions parmi les acteurs. Connu pour sa préparation méticuleuse, il se heurtait souvent à des costars qui n'abordaient pas leurs rôles avec la même intensité. Ses critiques envers ceux qu'il jugeait moins méthodiques étaient franches et directes, entraînant des confrontations gênantes sur le plateau. Les costars se rappelèrent de l'incapacité de Cagney à faire des compromis, le décrivant comme dominateur et obstiné dans sa quête de perfection. La distance de Cagney a encore renforcé sa réputation. Les figurants et les membres de l'équipe le trouvaient souvent inapprochable, car il engageait rarement des conversations informelles ou du bavardage. Il était connu pour écarter les tentatives d'interaction avec une réponse brève, indiquant sa préférence pour rester concentré sur le travail. Tandis que certains admiraient son pro-on,
Alors que certains voyaient son dévouement et son professionnalisme, d'autres le percevaient comme froid et désinvolte, créant une atmosphère peu accueillante sur le plateau. Ajoutant à la friction, l'éthique de travail intense de Kanye touchait parfois à l'autoritarisme. Il était connu pour défier les réalisateurs sur des décisions créatives, insistant pour que sa vision soit prioritaire. À plus d'une occasion, cela a conduit à des discussions animées, les réalisateurs ayant du mal à contenir son caractère volontaire. Malgré ces défis, le dévouement de Cagney à son art a laissé une marque indélébile sur le cinéma. Cependant, son acharnement et son comportement souvent méprisant lui ont valu une réputation de collègue difficile et parfois peu aimable. Malgré tout son talent, travailler à ses côtés n'était pas une tâche aisée. Mae West n'était pas seulement une star, elle était le spectacle. Avec son esprit veuf, ses répliques sensuelles et son attitude sans compromis, elle régnait sur Hollywood comme si c'était sa scène personnelle. Mais cette personnalité plus grande que nature ne la rendait pas toujours facile à côtoyer. Plateau. À l'ouest, Tout est question de contrôle. Et si vous ne suiviez pas la ligne, vous passiez un mauvais moment. Prenez She Done Him Wrong, par exemple. West non seulement a joué dans le film, mais dirigeait pratiquement le spectacle. Elle s'est heurtée au réalisateur Lowell Sherman au sujet de décisions créatives, allant jusqu'à insister pour prendre en charge certains aspects de la réalisation elle-même. Cela n'aidait pas qu'elle réécrive les scénarios pour s'assurer que son personnage ait plus de répliques et de temps à l'écran que quiconque. Certains pourraient appeler cela de l'ambition, mais ses costards y voyaient de la pure vanité et de la mise en avant. Oh, c'était un gros problème pour Mae. Elle exigeait des configurations d'éclairage précises pour s'assurer qu'elle soit parfaite à l'écran, peu importe le travail supplémentaire que cela imposait à l'équipe. Si l'éclairage ne répondait pas à ces normes, elle n'hésitait pas à retarder le tournage jusqu'à ce qu'il soit parfait. Pour quelqu'un travaillant à ses côtés, cela ressemblait probablement moins à un plateau de cinéma et plus à un projet personnel de vanité de Mae West. Ses costards n'étaient pas non plus à l'abri de ses frasques. Beaucoup se plaignaient de son besoin d'accaparer la vedette, à la fois au sens figuré et au sens propre. Partager une scène avec Mae ressemblait souvent à jouer les seconds rôles, et elle faisait bien comprendre qu'elle n'était pas là pour se laisser éclipser. Mae West était indéniablement talentueuse, mais travailler avec elle, disons simplement qu'elle s'assurait que tout le monde sache qui était la star du spectacle, et c'était toujours Mae. Spencer Tracy. La réputation de Spencer Tracy en tant qu'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood se heurtait souvent à la réalité de son comportement sur le plateau. Bien que ses 2 Oscars et ses performances iconiques lui aient valu des éloges, ses problèmes d'alcoolisme faisaient de lui une présence imprévisible et difficile durant le tournage. Sur le plateau de Devine qui vient dîner, la santé déclinante de Tracy et ses sautes d'humeur violentes ont créé une atmosphère tendue, qui rendait même les membres d'équipage les plus expérimentés mal à l'aise. Connu pour se mettre en colère pour des problèmes mineurs, ses accès de colère mettaient tout le monde sur les nerfs, et son comportement erratique perturbait fréquemment le processus de production. Bien que Katharine Hepburn lui soit restée fidèlement loyale et protectrice, d'autres trouvaient son humeur et son tempérament épuisants. Le génie de Tracy en tant qu'acteur était indéniable, mais travailler avec lui exigeait patience et force de caractère à parts égales. Jean Harlow. L'image glamour de Jean Harlow en a fait une star adorée de l'âge d'or d'Hollywood, mais son comportement sur le plateau était bien moins éblouissant. Connu pour ses tendances de diva, Harlow arrivait souvent en retard au tournage, frustrant les réalisateurs et ses costars. Sur le plateau de Platinum Blonde, elle se serait heurtée à ses collègues au sujet des choix de costumes, insistant pour avoir le dernier mot, même lorsque cela perturbait le calendrier de production. Ces demandes de pauses fréquentes et d'attention constante de la part de l'équipe ralentissaient encore plus le processus de tournage. Alors que certains admiraient sa confiance et son charme, d'autres voyaient son comportement comme égoïste et inutilement dramatique. Le pouvoir de star de Harlow était indéniable, mais ses caprices de diva faisaient d'elle une figure difficile sur le plateau. William Holden. Le physique robuste et le charisme naturel de William Holden ont fait de lui un acteur de premier plan des années 1950. Mais ses problèmes d'alcool ont souvent entaché son professionnalisme. Pendant le tournage de Stalag 17, la consommation d'alcool de Holden a fréquemment provoqué des perturbations, allant d'arrivées tardives à des disputes animées avec le réalisateur Billy Wilder. Ses co-stars le décrivaient comme distant et morose, disparaissant parfois du plateau pendant des heures, laissant l'équipe s'efforcer de s'adapter. Le comportement imprévisible de Holden frustrait ceux qui comptaient sur lui, car sa consommation d'alcool brouillait souvent la ligne entre l'acteur dévoué qu'il pouvait être et la présence perturbatrice qu'il était parfois. Bien que son talent ait transparaissé dans ses performances, travailler avec lui était un exercice de patience et de résilience. Bonus. Lawrence Tierney. Lawrence Tierney était,
Le type d'acteur dont l'assurance naturelle et le tempérament bourru en faisait le choix parfait pour le stéréotype du dur à cuire d'Hollywood. Connu pour sa nature erratique et souvent violente, Tierney s'est appuyé sur sa réputation belliqueuse tout au long de sa carrière, une réputation qui faisait de lui l'un des personnages les plus redoutés et mythifiés de l'industrie. Né à Brooklyn de parents irlando-américains, Tierney a travaillé dans des productions théâtrales à New York avant de déménager à Hollywood, où il a signé avec Air Cow Radio Pictures en 1943. Ses plus grands rôles seraient dans Dallinger, où il a joué le gangster et braqueur de banque des années 1930, John Dallinger, et dans le classique du film noir de Robert Wise, Né pour tuer, en 1947. Au milieu des années 1980, Tierney est revenu à la comédie. Avec une tête un peu plus froide, il s'est réaffirmé avec des rôles récurrents dans des séries comme Seinfeld et Star Trek. La nouvelle génération. Il prendrait ses derniers projets en tant que septuagénaire dans Reservoir Dogs en 1992 et Armageddon en 1998, où son comportement sur le plateau susciterait à nouveau la colère de ses collègues et des représentants du studio. Il partirait en luttant juste avant son 83e anniversaire, son image de dur restant solidement intacte jusqu'à la fin.